Rencontre pour rien. Les mots de Donald Trump ont le mérite d'être clairs, alors que l'imminence d'une rencontre bilatérale entre les présidents américains et russes devait s'organiser à Budapest sous l'égide de Viktor Orban. Le rendez-vous est désormais bien incertain. En effet, 2 mois après la rencontre à Anchorage qui n'aura pas abouti, Donald Trump a déclaré qu'il ne voulait pas perdre son temps. Pour Hervé Carrez, diplômé de l'école de guerre, ce n'est pas une surprise. Donald Trump, c'est un pragmatique. Qu'il ne veut pas faire des réunions internationales pour faire des photos et des déclarations vides de sens, contrairement aux Européens. Cela également signifie que les premiers contacts préparatoires entre Lavrov et puis Rubio n'ont pas laissé entendre qu'il y aurait des avancées significatives qui pourraient être faites à l'occasion de cette réunion. Donc les travaux préparatoires ou de négociation devraient se poursuivre de manière masquée. Les Russes, en l'état, veulent gagner du temps parce que le momentum militaire leur est favorable. Sur un plan économique, ils ont quelques difficultés, mais qui sont surtout dues à des problématiques internes, notamment le manque de main-d'œuvre. Et puis, ils sentent qu'en face, les alliés de l'Ukraine, et notamment sur le plan matériel, sont en train de s'épuiser financièrement et également sur le plan des moyens militaires qu'ils peuvent fournir à l'Ukraine. Et dans ce cadre, c'est un autre rendez-vous qui a pris l'eau. En effet, vendredi dernier, le président américain s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky. Une rencontre qui se serait beaucoup moins bien passée que ce que les médias subventionnés l'auraient relaté. On pouvait néanmoins se douter de la fraîcheur des échanges en observant le président ukrainien sans mandat évoquer son espoir de recevoir les fameux missiles Tomahawk de la part de Washington. I'm realistic. Je suis réaliste. Comprendre, je vais m'asseoir dessus. En effet, tout porte à croire que Donald Trump n'a jamais eu l'intention de céder aux demandes de Zelensky en la matière. La fable des Tomahawks, qui avait très très peu de chances de déboucher, mais qui est révélatrice. En fait, les moyens pour frapper dans la profondeur reposent exclusivement sur des moyens qui sont ukrainiens en propre, c'est-à-dire des drones, qui sont des petits avions de tourisme qui sont bricolés et qui vont frapper dans la profondeur du territoire russe, mais avec des charges militaires qui sont très très faibles. Donc les Russes cherchent à gagner du temps, ils savent que leurs adversaires directs, les Ukrainiens, et puis indirects, les Européens, sont en train de s'épuiser. Ils maintiennent très probablement leur position lors des négociations, une position qui est assez radicale, c'est l'évacuation des forces ukrainiennes des oblasts qu'ils ont annexés. Et puis, évidemment, en face, les Ukrainiens, eux, ne veulent pas bouger, parce que politiquement, après 3 ans de guerre et 3 ans de sacrifice, ce sont des concessions qui seraient vécues comme une trahison en interne en Ukraine et qui pourraient conduire à des événements qui seraient assez violents, voire une guerre civile interne en Ukraine. Une situation complexe sur le plan national comme sur le plan international. Et dans ce cadre, l'Union européenne et tout particulièrement la France semble bien peu capable de faire évoluer vers la paix. À plus forte raison qu'une bonne part des dirigeants sont littéralement noyés dans un déni de réalité, à l'image de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Le régime de Vladimir Poutine est en échec, militairement, politiquement et économiquement. Depuis 1000 jours, il n'a réussi qu'à conquérir qu'1% de la surface du territoire ukrainien. Son économie est à l'agonie, asphyxiée par l'effort de guerre en Ukraine, par les frappes ukrainiennes qui ont éteint 1/5 de la capacité de raffinage russe, et puis par les sanctions auxquelles Vladimir Poutine continue d'exposer son propre peuple. Face à ces discours déconnectés du réel et propices à l'escalade, la proposition de médiation de Viktor Orban résonnait comme une véritable aubaine pour les Européens. Viktor Orban agit en fonction des intérêts de son pays et également par extension des intérêts de l'Union européenne, puisqu'il considère que la politique internationale de l'Union européenne, et notamment sur cette guerre, est complètement mortifère, inefficace, à commencer par l'effet boomerang des sanctions européennes. Ce qui est clair, c'est qu'au plan international, de toute manière, l'Union européenne, c'est un objet géopolitique non identifié, donc qui n'est pas reconnu par les grandes nations. Dès qu'il y a des événements internationaux, Madame von der Leyen est méprisée. Donc il est clair que Viktor Orban a raison, dans la mesure où il a une vision claire et pragmatique des intérêts de son pays et par extension des intérêts de l'Union européenne. Il y a d'autres dirigeants européens qui ont également une position soit prudente, soit un petit peu alternative. Le Premier ministre de la Slovaquie, le Premier ministre
espagnole, la première ministre italienne. Ce sont des pays également qui sont assez prudents, voire assez autonomes, qui ne s'alignent pas forcément avec les positions radicales et jusqu'au boutiste de l'Union européenne. Une Union européenne qui semble toutefois de plus en plus fracturée, malgré la mise en avant médiatique des discours belliqueux d'Ursula von der Leyen, dont le nouvel objectif est désormais ni plus ni moins d'acquérir officiellement des compétences en matière de défense, un véritable laissez-passer pour la guerre.